dopage, comme on l'a dit souvent. Quand je dirigeais le Tour de l'Avenir, les amateurs, entre guillemets, roulaient beaucoup plus vite que sur le Tour de France. Parce que la course était différente. Dès le premier kilomètre, ça roulait. Donc on peut faire une moyenne beaucoup plus élevée. Je peux vous tracer un Tour de France qui va aller 5 km/h moins vite, même avec des coureurs de paix. Parce qu'il y a un sens du tour, avec contre le vent dominant, il y a plus d'arrivées en altitude, etc. Donc il y a une évolution aussi, évidemment, de l'état de la chaussée qui facilite les choses, au niveau des moyens, le matériel qui a énormément progressé. Il y a quelque chose aussi qui a changé, en dehors des préparations, non seulement médicales, mais l'alimentation. Ce qu'il y a dans la musette d'un corps aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a seulement ce que tu as connu. Hein, il était encore aux cuisses de poulet, des machins comme ça. Bon, maintenant, c'est des barres de céréales principalement. Donc, il y a toute une préparation beaucoup plus scientifique. J'ai connu, moi encore, même l'époque où on disait il faut leur donner de la viande le matin au petit déjeuner, c'est qu'on donnait sur le tour. Ça n'existe plus, ça, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des choses, oui, tout ça est une chose qui a évolué. La façon de courir a complètement évolué. Il faut dire une chose, par exemple, et ça on l'oublie. Le Tour de France 1977, quand je suis arrivé sur le Tour de France, le Tour de France 77, il y avait 100 coureurs au départ, 10 équipes seulement, 10 équipes, 53 à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le Tour était en train de mourir d'ailleurs. L'année d'après, il y avait, quand Bernard Hinault a gagné son premier tour, il y avait 11 équipes au départ. Donc la course était complètement cadenassée. Donc je peux vous dire, pendant les 3-4 premières heures, ça ne roulait pas. On s'ennuyait. Surtout qu'il n'y avait pas la télévision dès les premières heures à ce moment-là. Donc là, il ne se passait rien. Et Bernard Hinault, il allait chercher ceux qui voulaient rouler. Donc, tu restes dans le peloton tranquillement, tu verras tout à l'heure. Bon. Donc tout ça a évolué aussi. La façon de courir. Le fait déjà qu'il y ait plus d'équipes change aussi la chose. Et puis c'est vrai que depuis le milieu des années 80, la situation matérielle financière des coureurs cyclistes professionnels d'élite a considérablement évolué. Jusqu'à ces années-là, il y avait quelques coureurs qui gagnaient un peu d'argent, rien à voir ce qui se passait dans d'autres sports, et puis il y avait de nombreux smicards, voire moins. Et là, on a commencé à voir, ça a commencé à être des situations sans être exceptionnelles, elles ne sont toujours pas exceptionnelles comparées à d'autres sports où il y a des recettes spectateurs, ce qui n'est pas le cas du vélo, où il y a des recettes de télévision beaucoup plus fortes, où il y a plus d'argent de manière générale, mais la situation a quand même considérablement évolué, donc ça change aussi un peu les mentalités, etc. Et puis bon, c'est vrai, le dopage a évolué dans tous les sports en général, surtout depuis le milieu des années 90. À Berlin, devant le Reichstag et le mur de Berlin. Le Tour de France partait de Berlin, ça reste d'ailleurs le tour qui est parti le plus loin. Et nous sommes avec le Premier ministre, Jacques Chirac, le maire de Berlin, le président du groupe, Philippe Amaury, donc côté, on coupe les rubans, très sérieux. Et dans le même temps, à l'époque, il n'y a pas de village départ, il n'y a pas beaucoup d'installations. Les coureurs, avant de partir, ils ont envie d'aller pisser. Alors, il y en a un, il cherche l'endroit adéquat, il y en a, il va se mettre contre le mur. Et la moitié du peloton va se mettre contre le mur. Et on a une photo qui fait le tour du monde. Vous imaginez, on est en 1987, n'oubliez pas. Ça, c'est l'aspect dérisoire. Puis je reviens à l'aspect sérieux. Je raconte comment j'avais eu l'occasion, grâce d'ailleurs à l'entremise de Georges Marchais, de négocier avec monsieur Erich Honecker, qui était le Premier ministre de la République démocratique allemande. Pour obtenir, nous lui offrions gracieusement de passer avec soit le prologue, de passer le mur sur Berlin-Est, soit de faire la première étape pour le ramener à Stuttgart à travers le territoire de la RDA. Et je raconte comment on était passé en fait d'abord par Madame Honecker, qui était ministre des Sports et de l'Environnement, qui en a parlé à son mari, qui était favorable, mais dans le régime de l'époque, il y avait un homme qui était encore beaucoup plus fort que le Premier ministre, parce que plus important dans le parti, c'était le président du comité olympique, un dénommé Ewald, qui lui s'est opposé au nom de l'idéologie professionnelle, l'argent, donc il ne fallait pas que le peloton du Tour de France franchisse le mur en 1987.
d'une certaine façon, on a un petit peu notre façon de contribuer, vous voyez, à le lézarder en dehors de nos coureurs qui sont allés pisser dessus. Est-ce qu'il est vrai que l'accès du Tour a longtemps été interdit aux femmes? Oui, je le raconte aussi. C'était dans leur... j'ai essayé de retrouver, parce que je suis sûr que c'était écrit dans le règlement, je n'arrive pas à le retrouver. Mais moi, je l'ai vu écrit. Et de toute façon, il y avait une tradition, au-delà du règlement, une tradition orale, les femmes ne pouvaient pas suivre le Tour de France. Il y avait bien quelques journalistes, notamment de femmes de l'humanité, qui suivaient le Tour, mais c'était interdit. J'ai vu Jacques Godet, dans ces dernières années, je parle de 1986-87, piquer des crises encore parce qu'il voyait des femmes dans une voiture qui suivaient contre la montre. Mais entre-temps, il ne le savait pas, on l'avait fait un peu à son insu, on avait supprimé cette clause. Mais il y a une anecdote extraordinaire qui se passe en 1979. On a comme partenaire sur le Tour de France, France Inter, Radio France. Et il y a, pour la première fois, c'est-à-dire la première fois qu'une femme avait un poste de telle responsabilité, il y a une femme qui était présidente de Radio France, c'est Jacqueline Baudrier. Et Jacqueline Baudrier nous fait savoir, quelques semaines avant le départ du Tour, qu'elle souhaitait, elle avait des attaches dans le Gers, et qu'elle souhaitait suivre l'étape puisqu'on partait de Florence dans le Gers, et elle souhaitait suivre cette étape. On a passé une demi-heure à la réunion interne du Tour, à se dire, mon Dieu, comment on va faire? C'est difficile de lui refuser, c'est un partenaire important du Tour, mais pas question qu'une femme se retrouve dans la voiture d'un des directeurs de la course. Et je vous assure, c'est une discussion extraordinaire. Extraordinaire, moi je venais d'arriver quasiment au Tour, je dis, mais je suis tombé où là? Et finalement, Jacques Godet a trouvé une astuce, qui était lui le plus opposé, mais il voyait bien que Félix Lévitan insistait un peu quand même. Il dit, écoutez Félix, on va considérer que c'est une consoeur. Elle a une carte de presse. Donc, exceptionnellement, il l'a refilé à Félix Lévitan, elle a pu suivre l'étape dans la voiture de Félix Lévitan. Quelques années plus tard, il y a eu une autre dérogation pour une directrice de la communication, Jacqueline Chabridon, du Crédit Lyonnais. Et un peu plus tard, on l'a mis dans ma voiture, parce que comme pas de voiture du directeur, la maire adjointe de Pau, qui également a pu suivre, qui est une élue aussi. Donc après, ça, il y a eu des précédents. Maintenant, c'est monnaie courante, mais quand on le raconte, ça fait rire. Et l'argument qui avait été, qu'on avait évoqué d'ailleurs avec Germain Simon, l'un des prédécesseurs de Nubal, je lui avais dit, mais il faut supprimer ça du règlement, parce que s'il y a un recours au Conseil constitutionnel, vous êtes une fédération, vous dépendez du ministère, ça va être cassé à tous les coups. Alors, ne soyons pas ridicules, faisons-le disparaître du règlement. Puisque vous avez été aux commandes du Tour, vous êtes bien placé pour nous dire comment il est construit ce fameux Tour. Oui, alors il est construit 2 ans à l'avance. Quelquefois beaucoup plus, parce que cette année, par exemple, le Tour de France va partir de Londres. Et j'ai retrouvé dans mes archives que j'ai beaucoup reconsultées en faisant ce livre, que dans une émission avec Jacques Chancel en 1987 à Rédazé, il me dit, paraît que le Tour va partir de Londres. Je lui dis absolument, on est en négociation et ça devrait se faire dans 2 ou 3 ans. Et ça a attendu un petit peu plus, comme quoi ça vient des fois de très très loin. Et donc le départ lui-même, surtout quand il est à l'étranger, type Berlin, Londres, etc., ça se fait 3-4 ans à l'avance, quasiment, quelquefois plus, mais disons 3-4 ans à l'avance. Et on sait, on arrête, on annonce le grand départ, en gros, 2 ans à l'avance. À partir de là, vous savez d'où vous partez, vous savez que pour l'instant, on arrive toujours à Paris. Bon, ça ne sera pas encore été remis en cause, ça peut arriver, il n'y a rien qui l'oblige, mais bon, la tradition, c'est qu'on finit à Paris. Et vous avez après des contraintes, nombre de jours, nombre de kilomètres total et nombre de kilomètres par étape. Après, on s'oblige, nous, à d'autres contraintes, qui sont par exemple de faire en sorte que les journées de repos, on les met plutôt à lundi, pour faire que le week-end, il y a le plus de monde, le plus d'audience, ce soit les samedis et dimanches, et que ces jours-là, on essaye aussi de placer les étapes les plus intéressantes, type arriver à l'Alpe d'Huez. Ensuite, on choisit le sens. Je veux dire, en même temps, on choisit le sens, sachant qu'il faut essayer, toute la mesure du possible, ça dépend de mon part, de ne pas mettre la montagne trop vite. Donc il y a une tradition qui vaut qu'en gros, il y a une première semaine un peu d'amuse-gueule, plutôt réservé aux sprinteurs, et puis après, une semaine avec un premier massif, une dernière avec un autre. Et puis en essayant, on a inventé des transferts, notamment en TGV, pour qu'on soit encore dans la montagne pratiquement à 48 heures de l'arrivée. Et puis donc, on sort à partir de là,
la liste des villes que l'on a. Alors, on a nos traditions. Il y a des villes qui sont, on sait qu'on peut toujours y passer, comme je vous ai dit, qui sont de toute façon, qui pratiquement voudraient avoir le tour tous les ans. Et puis on se dit, tiens, il y en a qu'on voudrait, pour une fois, leur donner satisfaction. Donc voilà comment tout ça se construit. Après, on le trace sur carte, mais on va très vite sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des équipes itinérantes qui vont reconnaître l'ensemble du parcours, kilomètre par kilomètre. Maintenant, on utilise des moyens plus vidéo et autres qui permettent de ramener et de transmettre à la direction parisienne toutes les informations. Et c'est au cours de ces reconnaissances, d'abord qu'il y a toutes les rencontres avec toutes les préfectures concernées, tous les préfets concernés, ou sous-préfets, les directions départementales de l'équipement, tous les fonctionnaires, ils sont nombreux concernés. C'est là qu'on choisit les lieux des sprints intermédiaires, c'est là qu'on choisit les côtes, et tout un système de classement, de la 3e catégorie jusqu'à la hors catégorie. Et voilà, tout ça, les lieux d'arrivée sont très importants. Les lieux d'arrivée et de départ, il y a un tas de contraintes techniques pour les arrivées, ce qui oblige quelquefois d'ailleurs à quelques aménagements de voirie, supprimer des îlots directionnels qui peuvent être dangereux, surtout dans les derniers kilomètres. Voilà, donc c'est tout cela, la préparation du tour, c'est un travail énorme, et là qui prend, je vous dis, qui se fait sur un an, et le tour de l'année suivante est quasiment fini quand vous finissez le tour N-1, donc au mois de juillet. Après, on profite de ce laps de temps jusqu'au mois d'octobre où il est annoncé pour réserver les hôtels avant que la presse ne le sache. Parce qu'il y a 4000 personnes, c'est 4000 lits. Mais c'est l'organisation même, c'est quasiment 1000 lits. Daniel Jospin de la vérité aujourd'hui, je pense, à peu près 1000 lits qui sont à la charge de l'organisation, donc qu'on bloque. Donc ça sert à ça, à ce moment-là. Voilà toute la préparation. Alors après, tout un travail, une fois que le tour est annoncé, alors après il y a un nouveau travail de reconnaissance officielle, parce que les réunions elles ont lieu une fois que le tour est connu. Il y a des réunions aussi, il faut savoir, un point très intéressant, qui est peu connu. Le Tour de France, c'est à mon avis la seule épreuve, d'abord en France, et je pense au monde, à bénéficier d'un privilège qui est assez étonnant pour les spécialistes du droit public. Il y a un arrêté, c'est un arrêté du ministre de l'Intérieur, qui autorise le Tour de France. Ce n'est pas vrai des autres épreuves. Les autres épreuves, c'est les préfets. C'est un arrêté du ministre de l'Intérieur. Et qui autorise, ou qui concède, l'usage privatif de la route. Ça a des conséquences énormes. Ça veut dire que pendant les 2-3 heures qui correspondent à l'arrêté en question, là où est le Tour de France, c'est plus la voie publique. C'est une voie privée qui appartient, qui est concédée ce temps-là aux organisateurs du tour. Ça a plein de conséquences en cas d'accident et autres. Et vous imaginez, ça a d'énormes conséquences. Et c'est extraordinaire parce que dans notre droit français, c'est quelque chose, à ma connaissance, d'assez exceptionnel, voire d'exorbitant. Merci Xavier Louis. On est arrivé au terme de cette soirée. Le temps imparti est écoulé. On m'a demandé d'arrêter à 9h. Alors à moins qu'il y ait encore une question de dernière minute. Sinon, je clôture. Je crois qu'on peut vraiment applaudir Xavier Louis. Il a fait beaucoup d'informations sur ce soir. Oui, et puis comme d'habitude au Crédit Mutuel, tout se termine convivialement. Vous avez derrière vous, après avoir franchi la ligne d'arrivée qui est encore matérialisée là, avec les compagnons, les petits rubans, là, vous allez arriver au buffet pour terminer cette discussion en toute convivialité. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ça fait franchement beaucoup plein. Bon, c'est quand même embêtant. Raymond est... Où est non, il est là-bas, il ne voit pas. Ça va, alors. Ce soir, c'est une soirée spéciale. D'accord. Avec dérogation exceptionnelle. Exactement. Ah oui, ça c'est un...
Mon éminente associée de Vannes est d'ailleurs. Ah oui. Ah oui, oui. De Vannes au sens figuré ou au sens propre? Il y a un peu des deux. Hein? Il y a un peu des deux. Mais le sens figuré, non, pas trop. Non, non, non. Il n'est pas vanneur, Jean-Pierre. Ah, là, on reconnaît les associations avec l'Ouest. Hein. Bienvenue à vous pour Grand Braquet, les petites histoires de la grande boucle avec Xavier Louis. Xavier, bienvenue à vous. On sait depuis hier, puisque vous étiez l'invité d'Atout Sport, ce que sera cette série. C'est-à-dire qu'en fait, on va piocher un peu dans tous ces livres consacrés au Tour de France, dont 2 livres signés de votre plume, Xavier Louis, pour trouver des petites anecdotes de chaque jour, en fait, hein, c'est ça? Les petites histoires. Les petites histoires, Les oui. coulisses du Tour. Les coulisses du Tour, hein. Et si vous connaissez bien les coulisses du Tour, et si vous êtes là, c'est pas par hasard, parce que vous avez dirigé le Tour de France 2 années de suite, 87-88, c'est ça, 88, hein? Et les 10 années précédentes, vous étiez directeur adjoint. Voilà, donc j'étais dans les coulisses, effectivement. Donc ça veut dire que le Tour de France, vous savez un peu ce que c'est. Un petit peu, effectivement. Voilà. Et pour nous faire plaisir, dans le décor, vous avez amené le dernier vélo de Greg LeMond. Ah oui, c'est un vélo, je dirais qu'il y a une histoire, parce qu'il est symbolique, il a appartenu à un coureur que j'aime beaucoup, qui en plus lui-même marqué justement toute cette période que moi-même j'ai accompagnée du cyclisme, c'est-à-dire la mondialisation, l'arrivée d'un coureur américain, vous vous rendez compte, après presque un siècle de Tour de France, qui gagne enfin le Tour, qui fait que le Tour devient tout d'un coup quelque chose d'universel, de mondial. Et Greg LeMond en plus est un coureur très attachant, un type sympathique. Et puis pour des raisons pratiques, nous avons les mêmes cotes, comme on dit, et donc j'ai profité de son départ, si je peux dire, pour récupérer son vélo, et donc j'en profite. Parce que ça veut dire que vous pratiquez donc. Oui, bah, c'est l'intérêt. Un Un vélo, c'est pas fait pour être mis dans un musée. Alors je pense que c'est fait quand pour on monter roule dessus. sur les routes de la Dordogne avec le vélo Greg LeMond, on se doit de monter les côtes et on se doit de ne pas mettre pied à terre. Oui, sauf que c'est son dernier vélo, et son dernier vélo, c'est l'année où il montait moins bien. Ah bon, heureusement, j'ai moins de scrupules. C'est pas l'année où il a gagné le Tour. Mais c'est vrai qu'on monte plutôt mieux avec ces vélos-là qu'avec un vélo lambda. Hein. Donc Xavier, les téléspectateurs auront compris que chaque soir, pendant toute la durée du Tour de France, qui est parti depuis samedi dernier d'ailleurs, nous aurons rendez-vous tous les soirs, et puis nous raconterons comme ça des petites histoires de la grande boucle, des choses tristes quelquefois, des choses marrantes. On essaiera aussi de dire des choses drôles. Il y a des choses très drôles sur le Tour, il y a des choses sérieuses, il y a des choses graves. Mais on essaiera de donner un peu la priorité aux choses amusantes. Alors, comme le Tour est parti donc samedi dernier, on peut peut-être commencer cette série avec ce qui se passe au départ ou quelques heures ou quelques jours avant peut-être. Alors ça c'est toujours pour un responsable du Tour et l'ensemble des échelons, c'est toujours un moment très, très dur et c'est le plus pénible en quelque sorte. Tant que le Tour n'est pas parti, c'est comme dans toute entreprise humaine, j'allais dire, toute la préparation. Toujours peur qu'il manque un bouton de guêtre, une barrière, une voiture, qu'il y ait telle ou telle équipe qui ne vienne pas, tel champion qui déclare forfait, qu'on soit mal reçu dans la ville départ. Enfin bon, il y a plein d'appréhensions. Et en même temps, j'ai envie de dire, je me souviens d'une émission avec Jacques Chancel qu'on avait fait, j'avais souhaité en 1988 que le Tour de France passe à Blagnac et passe surtout qu'on parte de l'aérospatiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une image extraordinaire du peloton à côté du Concorde. Et la veille, on avait enregistré avec Jacques Chancel, c'était jour de repos, on avait enregistré une émission, j'étais dans le cockpit d'un Airbus et il y avait un tas de boutons. Et effectivement, j'expliquais à Jacques Chancel, préparer le départ du Tour, c'est comme préparer le décollage d'un avion de ce type. Il y a toute une checklist de choses qu'il faut faire avant. Et tant qu'on n'a pas tout fait, que tout n'est pas au vert, eh bien, on ne peut pas décoller. Le Tour, c'est pareil. Et donc, il y a tout ce travail, vous n'imaginez pas les réunions avant, ce que c'est, de vérifier toute cette checklist où il faut que rien ne manque. Et s'il manque la moindre chose, ça prend une proportion énorme, parce que tout de suite, c'est le petit défaut que l'on va mettre en exergue
Et il suffira qu'il y ait 2-3 choses qui clochent dans les premières étapes pour dire « Ah oui, le Tour est mal organisé cette année, c'est pas la bonne équipe, etc. » Donc il y a une tension, il y a un stress qui est très important, évidemment. Enfin, comme dans toute entreprise humaine. Alors, on essaie de raconter la première anecdote. Si on n'y arrive pas, on la fera demain. On parle de Berlin, là, tout de suite? Alors, Berlin 87, c'est une chose très, très, très intéressante et je l'ai rarement révélée. Donc, 87, je me retrouve directeur du Tour, c'est la première année, et nous avions depuis quelques années préparé ce départ depuis Berlin, ce qui est un très grand moment. Et on avait souhaité passer par l'Allemagne de l'Est. Pour ça, c'était compliqué. On avait donc fait appel en fait à Georges Marchais. Grâce à nos relations, on aura l'occasion d'en reparler dans nos émissions. Mais on peut déjà dire qu'on va terminer l'émission de ce soir. Demain, on se retrouve. On raconte effectivement ce qui s'est passé sur Berlin. C'est un grand moment historique. Avec l'intervention de Georges Marchais pour que le Tour puisse passer en Allemagne de l'Est, c'est ça? Voilà, en fait. Absolument. Voilà. Donc le suspense. Voilà. Le suspense. Demain, on vous raconte. Si vous voulez la suite, rendez-vous demain sur un grand braquet ou sur un petit, mais il y aura toujours une anecdote. Et demain, nous serons à Berlin et Xavier nous racontera comment ça s'est passé, comment le Tour a mis un pied à Berlin-Est, en fait. Hein. C'est ça. Xavier, à demain. À demain. Bienvenue à vous, les petites histoires de la Grande Boucle, en compagnie de Xavier Louis. Xavier, bonsoir. Bonsoir. On était resté un petit peu sur notre fin hier, il y avait du suspense. Nous étions à Berlin et vous commenciez à nous expliquer comment vous aviez réussi à faire passer le Tour du côté de l'autre côté, quoi, en fait, à cette époque-là. Hein. Voilà, donc c'est une vieille affaire. C'était le départ qui avait été souhaité par les autorités de Berlin en 1987. J'insiste sur la date parce que souvenez-vous que le mur, c'est 89. Et on sentait quand même, moi-même j'étais allé beaucoup sur la course de la paix, j'avais de nombreuses relations avec les pays de l'Est, et je sentais bien qu'il allait se passer quelque chose. Je n'aurais pas pronostiqué que ça allait se passer en 89, mais on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose, et on voulait que le Tour de France et nous-mêmes nous apportions notre pierre à cette ouverture. Et nous avions imaginé un moment, et j'en avais parlé avec le maire de Berlin, j'ai la chance de parler un peu allemand, donc j'avais pu traiter cette affaire en direct avec lui, M. Diepken. Et je lui avais dit, est-ce que vous seriez d'accord que nous entamions des pourparlers avec les autorités de l'Est, donc de la République démocratique allemande, pour essayer de faire soit que le prologue puisse se passer entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, soit que nous puissions faire une étape au départ de Berlin à travers l'Allemagne de l'Est pour rejoindre Stuttgart, ce qui était prévu plus tard. Il m'a dit d'accord, mais moi je ne peux pas intervenir. Il m'a dit, si vous pouvez, allez-y. Et alors, on s'est servi de nos relations avec le Parti communiste, notamment avec Georges Marchais, qui était venu auparavant sur Tour. On aura peut-être l'occasion de le raconter parce que c'est assez amusant. Et d'autant que moi-même, je préparais l'idée d'un Paris-Moscou en relation avec le journal de l'Humanité et avec donc les autorités communistes. Et nous avons demandé à Georges Marchais qui a dit, je connais bien Madame Honecker. Honecker était le président de la RDA, et Madame Honecker avait rang de ministre, elle était ministre de l'Environnement, en quelque sorte, hein, et de la jeunesse. Et puis, donc, il s'est chargé, il a trouvé que l'idée était très bonne, c'est l'époque Gorbatchev, hein, il fallait ouvrir, il a trouvé l'idée intéressante, et on était à 2 doigts d'aboutir. Madame Honecker était favorable, et donc intervenue auprès du gouvernement et de son mari, et ça a échoué simplement parce qu'un homme important, Ewald, qui était le président du comité olympique. Il faut savoir que dans les ex-pays de l'Est, le président du comité olympique, c'est plus important qu'un ministre des Sports. Et lui, s'est vraiment opposé, il a dit, il n'en est pas question, ce sont des professionnels, ils vont pervertir nos coureurs, notre sport, etc. Et donc, ça n'a pas pu se faire. Et j'ai évidemment regretté, ceci dit, je rappelle que Berlin, c'était un grand moment, parce que Jacques Chirac était venu, Jacques Chirac était Premier ministre, imaginez le départ devant le Reichstag, on a des images extraordinaires, Jacques Chirac, le maire de Berlin, les télévisions américaines, et ce qui se passe, qui n'était pas du tout évidemment arrangé, c'est un Polonais qui prend le premier maillot jaune du Tour, Lech Piasecki. Et donc on a eu après quelque chose d'extraordinaire en Allemagne, un succès considérable. Pour moi c'est resté, c'est mon plus grand souvenir hein, du Tour, parce que j'avais le sentiment à ce moment-là de jouer un vrai rôle d'ambassadeur de France,
et de participer un petit peu modestement à l'évolution de l'histoire. En fait. C'est pour ça que régulièrement, maintenant, le Tour de France a toujours un petit pied en Europe, hein, dans les pays Toujours, je crois européens. que c'est important. Et à ce titre-là, le Tour participe d'ailleurs à la promotion de pays. Souvenez-vous peut-être un petit peu plus tard d'un départ du Luxembourg, peut-être en 90, je crois, en 1990. Le Tour part de Luxembourg. Et c'est le Grand-Duché qui avait souhaité ce départ pour se faire connaître dans le monde entier. Parce que vous savez, aux États-Unis, au Luxembourg, on croit que c'est un département français. et les autorités luxembourgeoises souhaitaient vraiment qu'il y ait affirmé leur identité sur la scène internationale grâce au Tour de France. Donc ça, c'est une dimension assez extraordinaire du Tour, de servir comme ça à la promotion d'une nation. On pourrait parler de la Colombie, par exemple. Colombie, c'est extraordinaire. La Colombie, l'image de la Colombie, on sait qu'elle est négative. Et à l'époque, c'était plus vrai encore, dans les années 80, c'était la drogue, l'insécurité. Bon, c'était ça, l'image de la Colombie. Et grâce au cyclisme, pendant un certain nombre d'années, tout d'un coup, c'était le cyclisme et le café, comme en même temps, c'est le café de Colombia qui servait de sponsor à cette équipe colombienne. Il y a une image très sympathique de la Colombie. Et à l'occasion d'un Tour de l'Avenir, d'ailleurs, on avait fait un direct avec le président de la République, Betancourt, Lisario Betancourt, et qui m'avait remercié d'ailleurs tout ce qu'on avait fait à travers le Tour de l'Avenir et le Tour de France pour la Colombie. Et ça, c'est vraiment des moments extraordinaires. C'est-à-dire que le sport en général, bon là on parle de cyclisme, peut servir justement au rapprochement peut-être de certaines nations. Essentiellement, mais vous savez, politiques. dans l'affaire de l'ouverture de l'Est, la chute du mur, le sport était, moi je crois, un élément déterminant, parce que n'oubliez pas que tous ces gens ont pu voyager. C'est les seuls pratiquement qui pouvaient voyager, qui ont vu d'autres choses, de même qu'ils accueillaient des équipes étrangères, et ça a permis une vraie ouverture. Tout à l'heure vous évoquiez Georges Marchais, je suppose qu'il y a plein d'anecdotes avec les hommes politiques sur le Tour de France. Énormément. Si vous voulez Xavier, on verra ça demain. Bien sûr. Xavier, merci, on se retrouve demain et en attendant, vous pouvez prendre la bicyclette ou le vélo et faire un petit tour. Il y a quelques bonnes côtes en Dordogne. Bienvenue à vous, vous qui aimez le vélo, le Tour de France. Vous savez que nous avons rendez-vous tous les soirs pendant toute la période du Tour de France en compagnie de Xavier Louis qui connaît bien le Tour de France puisque Xavier l'a dirigé de 87 à 88 et qu'il a été pendant 10 ans directeur adjoint sur cette belle, comment dirais-je, belle épreuve sportive qui vient à nos portes. Parce que le Tour de France, c'est ça qui est beau. Quand on s'installe sur un fauteuil, on prend un saucisson, un œuf dur et on voit le spectacle C'est ce que disait Jean Edernalier, disait une chose assez extraordinaire. Je me souviens. Il n'a pas dit que des oui, bêtises. non, mais Jean Edernalier, vous savez qu'il a couru d'ailleurs, on ne le sait pas. D'ailleurs, il est malheureusement mort sur un vélo. Sur un vélo, c'est vrai. Mais il avait énormément couru, notamment sur piste. Et Jean Edernalier, je me souviens d'une étape à Rénazé, chez les frères Madiot pour les spécialistes. Mais Jean Edernalier avait cette phrase merveilleuse. Il dit « Le Tour de France, c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a des villages, de nombreux villages en France. Le seul événement du siècle, c'est le passage du Tour. Le Tour de France. Seul événement du siècle. Ils n'ont rien d'autre à raconter, il ne s'est rien passé. Simplement, ils ont eu le Tour une fois dans le siècle. Et évidemment, c'est ce qui explique que le Tour, d'abord, il vient chez vous. C'est le seul sport pratiquement qui vient chez vous avec les rallyes automobiles, mais ça passe beaucoup plus vite. Le Tour, on a un peu plus le temps de le voir. Alors, Edernalier, qui était une personnalité, je ne sais pas s'il est venu sur le Tour de France, mais... Si, bien sûr, c'est ce que je disais, parce que c'était d'ailleurs... Beaucoup d'hommes politiques, sportifs, artistes et autres sont venus. Donc, on va peut-être aujourd'hui parler un peu des hommes politiques, parce qu'il y a ceux qui viennent pour se montrer, il y a les vrais connaisseurs, il y a ceux qui viennent par amour, il y a... Alors, ils sont demandeurs, c'est vous qui demandez ? Alors, ils sont, voilà, il y a ceux qui viennent un peu en service commandé, parce que c'est l'époque où il faut qu'ils fassent parler d'eux. C'est quand même une minorité. La plupart, ils viennent, ils sollicitent, parce que c'est un rêve de gosse. C'est comme les... Oui. Alors, il y a des choses amusantes. D'abord, il y en a une qu'il faut raconter, parce qu'elle est restée un petit peu illustre, c'est Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, en 86, et on revient au vélo de Greg LeMond, enfin, en tout cas à Greg LeMond. C'est l'année où Greg LeMond va gagner le Tour de France. Nous sommes dans le Puy-de-Dôme, chez lui, donc, chez Giscard. Il monte d'ailleurs, il suit les coureurs sur une moto sans mettre de casque, ce qui fait beaucoup parler. Il va à l'émission de Jacques Chancel, et en pleine émission de Jacques Chancel, Giscard dit « Monsieur Chancel, savez-vous pourquoi Greg LeMond va gagner le Tour de France ?» Alors tout le monde dit « Formidable, un président de la République va nous dire pourquoi LeMond va gagner le Tour. » Eh bien parce que LeMond veut dire citron, c'est normal qu'il soit pressé.
Ça a fait rire. Ça fait un peu rire. Quelques rires de politesse peut-être. Bon, ça c'est. Non, mais ce qui montre en fait, parce qu'on connaît Giscard, ce qui montre que l'homme politique dans le Tour de France, c'est très symbolique cette réflexion de Il redevient Giscard. gamin, Il quoi. redevient gamin. Ouais. Il redevient totalement gamin. Alors moi j'ai l'épisode Marchais, qui était extraordinaire. L'étape des Pyrénées, le lendemain de l'abandon, on est en 81, lendemain de l'abandon d'Hinault dans le Tour, à Pau, Georges Marchais est venu. Vraiment, Marchais, pour lui, c'était un rêve de gosse. Vraiment, il voulait suivre le Tour. À tel point que c'est tellement un rêve de gosse pour lui qu'il se trouve dans ma voiture. Nous sommes dans l'ascension du Tourmalet, derrière Raymond Martin, qui était après dû être maillot à pois d'ailleurs. Bon grimpeur. Et ce que je ne savais pas, je savais que Raymond Martin était normand, mais je ne savais pas que Marchais était normand. Et Marchais ouvre sa vitre, mais dit, mais il est né dans le même canton que moi, c'est un pays. Il dit, c'est un pays. Et il se met à vociférer depuis la voiture officielle, en disant « Vas-y petit, toute la Normandie est derrière toi ». Et je lui dis, moi, en rigolant, parce que, évidemment, ce n'était pas interdit, je lui dis « Monsieur le secrétaire général, nous sommes dans une voiture officielle, nous devons une certaine réserve, nous ne pouvons pas encourager les coureurs ». Mais je l'avais dit en boutade, oui. Il a pris ça au premier degré, il a refermé la vitre, il a dit « Oh pardon », etc. Il s'est vraiment, comme un gamin qui a pris en faute. Et je me suis dit, j'ai beaucoup plus de chance que Jean-Pierre Elkabbach, parce que qui lui se serait fait renvoyer sur les... Et Giscard, je le revois aussi en train de prendre des photos sur le C'est Mitterrand. C'est Mitterrand, c'est un autre président. C'est un autre président, absolument. Tous les présidents vont sur mais bien sûr, Mitterrand a toujours énormément aimé le sport cycliste. Il le connaissait très bien. Il faisait, d'ailleurs, c'est pas du tout une blague, Richard Marillet, qui a été longtemps directeur adjoint avec moi, l'ancien directeur technique du cyclisme national, et Morvandiau, homme de Château-Chinon aussi, me racontait qu'au Critérium de Château-Chinon, qui a lieu début juillet, Mitterrand lui communiquait sa propre liste de la sélection pour le championnat du monde qui avait lieu fin août, ouais. Et souvent c'était très proche de la liste de Marillet qui était sélectionneur. Et il y avait toujours le Critérium de Château-Chinon auquel l'ancien maire tenait beaucoup, Mitterrand, donc il connaissait très bien le vélo, il était venu effectivement, il s'était mis dans une côte et il a pris des photos du Tour. On ne sait pas ce que sont devenues ces photos, d'ailleurs, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est au courant, c'est Jean Glavany. Mais c'est vrai que ça revient au rêve de gosse, c'est que tous les hommes politiques, pratiquement pendant la période du Tour de France, c'est la période un peu estivale, donc il y a un peu moins de travail politique. Ils se lâchent un peu, ils sont tous sûrement devant les écrans. Oui. Parce que même si on n'est pas un grand sportif ou amateur de rediffusion à la télévision, on s'intéresse forcément au Tour de France, quoi. Avec quelquefois des choses qui sont moins agréables. On en parlera certainement dans une autre émission. On racontera peut-être d'autres anecdotes sur les visiteurs, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques. On se retrouve demain pour ça peut-être, hein. Peut-être les artistes, je ne sais pas, les chanteurs. Ah oui, beaucoup d'artistes. On se retrouve donc demain avec d'autres anecdotes sur les petites histoires de la grande boucle, anecdotes signées Xavier Louis, qui les a souvent vécues d'ailleurs. À demain. Bonsoir, je sais que vous êtes fidèle à notre rendez-vous des petites histoires de la grande boucle sur un grand braquet. Le vélo qui est là d'ailleurs, il est sur un grand braquet le vélo là. Il est sur le grand plateau. Oui, il n'est pas tout à fait sur le grand braquet, parce qu'il reste un petit peu. Je rappelle que c'est le dernier vélo de Greg LeMond et c'est le vélo utilisé par Xavier Louis lorsqu'il se promène, si j'ose dire, lorsqu'il souffre sur les routes du Périgord. Xavier, hier on a évoqué les visites sur le Tour et notamment les visites d'hommes politiques avec quelques anecdotes, notamment autour de Marchais, Giscard au Mitterrand. Je sais qu'il y en a d'autres, on pourrait faire quasiment toute la série sur les hommes politiques, mais il y en a une ou deux qu'il ne faut pas louper, je crois. Hein. Oui, il y a Jacques Delors quand même, parce que vraiment, s'il y a un homme politique qui est un vrai connaisseur du vélo, on a dit que beaucoup venaient parce que c'était un rêve de gosse, mais Delors, c'est non seulement un rêve de gosse, mais qu'il a pu assouvir à de nombreuses reprises, mais c'est vraiment le spécialiste qu'on recevait. Et il est tellement spécialiste qu'il y a eu une anecdote incroyable. On était au départ d'une étape, ça devait être, je crois, le Tour 87 ou 88. L'étape part de Morzine, je me souviens, c'était au moment où on traversait les Gèdes, on se souvient très bien, et puis on allait vers l'Alpe d'Huez. Et comme toujours dans cette étape de montagne, première côte, il y avait déjà les premiers sprinteurs, ceux qui n'étaient pas vraiment les grimpeurs,
commençaient déjà à s'organiser derrière, donc à être distancés. Et dans la voiture direction de course, la coutume, c'est j'avais donc Jacques Delors à ma droite, et puis il y avait devant lui Philippe Bouvet, que certains connaissent, qui est un journaliste de l'équipe, mais qui est en même temps le speaker dans la voiture de la direction de course. Et donc, son rôle, c'est d'annoncer ce qui se passe. Et il annonçait donc l'identité des coureurs qui étaient lâchés. Et à ce moment-là, il annonce un Belge, mais complètement inconnu, moi-même pour te dire, je crois que c'est la première fois que j'entendais parler depuis le départ du Tour. Et Jacques Delors dit, « Ah mais ce n'est pas étonnant qu'il soit lâché, c'est un spécialiste des 6 jours, il a fait d'ailleurs 2e des 6 jours de Gand. » Et Philippe Bouvet s'est retourné, mais effaré d'imaginer que Jacques Delors, président de la Commission européenne, connaisse à ce point le cyclisme. Et j'ai eu d'autres occasions de me rendre compte. Un jour, il avait repris Chapat, par exemple. Il aimait bien venir, quand il venait sur le Tour de France, quand il venait en invité qui ne suivait pas l'étape, il arrivait au moment de l'arrivée pour la dernière heure de course, et il allait au poste commentateur avec Chapat. Et Chapat, c'était fin des années 70, début des années 80, Chapat parlait d'un coureur qui s'appelle Van de Velde. Bon. Et Van de Velde, Chapat, en fait, ne savait pas très bien qui c'était. C'était un tout jeune professionnel. Et Van de Velde faisait un beau numéro. Et Delors dit, mais c'est pas étonnant, M. Chapat, qu'il soit là. Il a fait 2e du Tour de l'Avenir, ce que Chapat aurait dû savoir, d'ailleurs. Oui. Hein, et Delors le savait. Donc, en plus, il a une mémoire phénoménale. Et c'est grâce à lui, je le rappelle, qu'on a créé le Tour de la Communauté européenne, dont la première édition, en 86, était gagnée par un certain Miguel Indurain, entre Porto et Turin. Et ça, j'avais été très content qu'on ait pu faire avec Jacques Delors pendant plusieurs années ce Tour de la Communauté européenne, parce que c'était une belle réussite et ça a révélé de grands coureurs. Il y a d'autres exemples comme ça d'hommes politiques qui s'intéressent à ce point au Tour de France, qui connaissent... Oui, alors il y en a dans un autre domaine, il y a Krasuki. Henri Krasuki, ancien patron de la CGT, qui est assez extraordinaire d'ailleurs, parce qu'il est venu à plusieurs reprises sur le Tour de France, et alors... il connaît bien les coureurs. Lui aussi, un peu comme Marchais, je veux dire, c'est la même culture. Et ce sont des rêves de gosse, ces gens qui ont toujours vécu pour le Tour de France. Et Henri Krasuki, je me souviens d'une étape à Martigues, notamment. On a parlé très longuement ensemble. D'abord, on a reparlé de mai 68. Ça m'intéressait d'en parler avec lui. Et on a reparlé du rôle du Tour comme ambassade de France, justement. Ça l'intéressait beaucoup pour défendre les produits français. Et en marge, on lui a un peu fait part de nos inquiétudes chaque année quand on pense que le Tour risque d'être bloqué par des grévistes. Alors, ce n'est pas toujours des syndicalistes CGT, ça peut être des agriculteurs, etc. Mais c'est une grande appréhension, c'est que chaque étape, pratiquement, on craint toujours un mouvement, parce que le Tour est une telle caisse de résonance que vous avez toujours des gens qui disent « Tiens, on va arrêter le Tour avec une banderole, comme ça, on parlera de nous. » C'est facile. Et le Tour se trouve pris en otage. Et donc... après que Krasuki soit venu sur le Tour de France, j'avais des liens très privilégiés avec la CGT et on se réunissait en fait un mois avant le Tour. On prenait la carte avec les leaders de la CGT et on faisait le point en disant tiens, à tel endroit, attention, c'est chaud. Là, il y a un truc très chaud. En plus, il va y avoir des licenciements. Donc, j'avais des contacts, j'avais toujours sur moi un numéro de téléphone d'un leader de la CGT, un proche de Krasuki, je pouvais appeler 24 heures sur 24. Et souvent, on a organisé des rencontres à l'hôtel de la direction, assez discrètement, avec des leaders pour arranger l'affaire pour le lendemain, en échange de faire parler un petit peu d'eux, etc., ou dans la caravane publicitaire. Et les choses se sont, avec les syndicats, très, très bien passées. Moins, quelquefois, avec des éléments incontrôlés. Ça, c'était plus difficile à arranger. Vous savez que le Tour a été arrêté quelquefois. On en parlera lundi d'ailleurs. Mais question plus personnelle, Xavier. Toutes ces rencontres-là, elles ont perduré ensuite. Il y a eu des amitiés qui se sont liées avec tous ces gens-là, ou il y a des gens que vous avez pas revus ou pas? Bien sûr. Ouais. Et notamment ceux qu'on vient d'évoquer. Ça doit être ça qui est important aussi dans votre carrière en tant que directeur du Tour de France. Le Tour de France, c'est autre chose qu'une épreuve sportive. Ça brasse beaucoup de monde, mais ça mélange tout le monde. Xavier, donc on se retrouve lundi, on parlera de choses un peu plus graves, disons, qui peuvent se passer sur le Tour de France. Bon week-end, on se retrouve lundi. Bienvenue à vous pour cette émission qui dure
toute la durée du Tour de France, en fait, Grand Braquet, ça s'appelle comme ça. J'espère que vous savez ce que c'est qu'un Grand Braquet. Ceux qui sont montés sur un vélo le savent. Les petites histoires de la Grande Boucle en compagnie de Xavier Louis. Xavier, j'espère que le week-end s'est bien passé. Très bien. Est-ce que vous très êtes bien. monté sur ce vélo qui est en fait le dernier vélo de Greg Lenoine et qui vous appartient? Vous avez fait un peu de vélo ce week-end ou pas? J'ai pas pu en faire beaucoup parce que je m'occupais de l'inauguration de la nouvelle piste du Stade de France, le meeting de Saint-Denis. D'accord. Et donc voilà, j'étais dans un autre sport. Vous n'avez pas pu faire de bicyclette. Vendredi dernier, vous avez évoqué votre rencontre avec Krasuki sur le Tour de France. Et on a évoqué, on a en souvenir des images de manifestations, de manifestants bloquant le Tour. Donc on pourrait peut-être aujourd'hui parler de ça, parce que ça arrive. Bah, on ne ça sait fait pas quand partie. ça arrive, on ne vous avertit pas, je suppose. On a eu l'occasion tout à fait au début de parler ensemble du stress hein, d'un dirigeant du Tour. Croyez bien que le blocage de la route, ça c'est un truc vraiment qui nous stresse tout le temps. Hein. On ne sait jamais, ça peut arriver. Quelquefois on sait, j'ai expliqué que quelquefois on est prévenu et c'est le plus facile parce qu'on peut discuter, parlementer, pas toujours simple, mais enfin on y arrive. Quand ça se passe au dernier moment, c'est pas simple. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que par exemple, vous êtes averti par la gendarmerie, il faut savoir que nous avons, avec la caravane publicitaire qui précède la course, donc si la course est bloquée, sauf une irruption, quand c'est arrivé quelquefois, mais c'est quand même plus rare, au tout dernier moment, devant le peloton, sinon en fait les blocages se passent devant la caravane publicitaire. Donc on a 1 heure devant nous pour réagir, pour faire quelque chose. Alors il y a plusieurs techniques. Il y a une technique qui consiste à contourner l'obstacle, sans le dire. C'est-à-dire qu'on sort les cartes, on a les cartes avec nous chaque jour, et avec la gendarmerie qui nous escorte, qui est la garde républicaine, à ce moment-là, au dernier moment, on regarde, et évidemment, sans rien dire à personne, sans rien annoncer, ce sont les motos qui escortent les coureurs, et souvent la caravane, elle, restant bloquée, qui va prendre une dérivation, contourner l'obstacle, et les manifestants se trouvent piégés. Le problème, c'est que si ce sont des gens importants, j'allais dire, enfin, qui ont des ramifications ailleurs, Ouais. ils vont nous bloquer le lendemain, ils vont être encore plus vexés. Ouais, ouais.